Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les jeunes et le nouveau modèle de développement, c'est le thème de notre émission ce soir. Avant les débats, voici l'édito. Panel de conférences, forums, tables rondes, sondages, ouvrages, stratégies sectorielles et bien sûr titres de presse, ce ne sont pas les manières qui manquent pour traiter du nouveau modèle de développement souhaité pour un Maroc meilleur. Il pourrait presque être regrettable que malgré tous ces efforts cérébraux, on attend toujours une version finale et consensuelle. Constitutionnellement, le Maroc dispose depuis 2011 des socles principaux du modèle de développement. Bonne gouvernance, égalité des chances, dignité ou état de droit pour ne citer que cela. Pour certains, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue, il suffirait de s'inspirer d'expériences qui ont marché ailleurs et les mettre à la sauce marocaine. Oui, mais encore faut-il que la population adhère et accepte ce changement. Sans confiance, on aura beau importer le meilleur modèle qui n'ait jamais existé, il tombera à l'eau. La défiance a remplacé la confiance et il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour évaluer l'ampleur du sentiment de défiance qui y règne. Une jeunesse marocaine très connectée qui n'hésite pas à étaler son ras-le-bol. Comment penser un modèle de développement pour les jeunes ? 4 jeunes, ou plutôt 3 jeunes sur le plateau, 4 si on compte moi-même présentatrice, aujourd'hui pour en parler. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir Amine Riaté, serial entrepreneur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En face, Hassan Baraka, conférencier et sportif de l'Extrême, a également accepté l'invitation d'Eco-Débat. Bonsoir Hassan Baraka. Bonsoir Khadija, merci. Bienvenue à vous aussi. Également sur le plateau aujourd'hui pour parler de ce modèle de développement vu par les jeunes, Nabil Ouchagoul, consultant en affaires publiques, médias et influence. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors, je commencerai par vous. Donc, de votre prisme, de votre expérience, de votre point de vue, quelles sont d'abord les défaillances du modèle actuel de développement au Maroc ? Peut-être que le mot-clé que vous avez cité dans votre édito, c'est la confiance. Les jeunes n'ont plus confiance dans les administrations, dans les institutions. Et peut-être qu'il faudrait prendre un peu de hauteur et voir que c'est un phénomène qui est international. Le monde est en reconfiguration. Et c'est pour ça que j'ai envie de commencer un peu par la fin et de dire aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire partout dans le monde sur quel est le nouveau modèle de développement. Le nouveau modèle de développement, c'est plutôt un process, des mécanismes qui impliquent les jeunes, qui leur donnent la parole au quotidien et où l'information, l'échange n'est plus top-down, mais on est dans une interaction continue avec cette population et avec le reste de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette interaction au Maroc ? Sentez-vous qu'il y a cette top-down, ou plutôt down-to-top, pour le coup ? Est-ce qu'on écoute cette jeunesse ? Est-ce qu'on les entend, tout simplement ? Alors, on a envie de les écouter parce que ce n'est pas nouveau. Depuis les élections de 2007, les partis politiques essaient d'intéresser les jeunes, mais toujours avec des mécanismes et des structures qui ne leur correspondent pas. Donc, finalement, ça ne donne pas une relation durable, mais qui est ponctuelle au niveau des élections. Et donc, c'est ça le changement qu'il faudrait voir. C'est dans ce sens. Très bien. Alors, Amine Riaté, de par votre spécialisation un peu en ce qui concerne ce monde de ressources humaines et notamment chez les jeunes, pensez-vous que ces jeunes-là, les ambitions, les intérêts de ces jeunes font partie un peu des stratégies publiques aujourd'hui ? En tout cas, à mon avis, à moi, et depuis l'expérience que j'ai eue depuis que je suis rentré depuis quelques temps de France et que je suis installé au Maroc depuis 5-6 ans à peu près, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui essayent d'être mises en place par le gouvernement, notamment une stratégie numérique pour accompagner les candidats, les Marocains plutôt, les jeunes Marocains dans l'évolution de leurs compétences, notamment techniques et IT. Ce qui manque toujours à ce niveau-là, c'est toujours cette phase, on va dire, communication éducationnelle qui peut leur permettre d'avoir cette confiance par la suite, de rentrer dans le marché du travail. Et il est vrai qu'il y a une partie, en tout cas des jeunes, qui comprend qu'il y a un intérêt à apprendre, à aller de l'avant. Et ils cherchent de manière assez importante à se dire « Ok, je vais y arriver », et ils y arrivent. Et il y a ceux qui n'apprennent pas
cette façon de gagner, d'avoir cette envie de victoire, et ils baissent souvent les bras. Et donc, finalement, on a un retour très erroné à travers les réseaux sociaux. Ça ne va pas, il n'y a pas d'emploi. Pas du tout. Moi, je suis dans le recrutement. L'emploi, il faut juste le chercher. Et il y a ce qu'il faut dans plusieurs secteurs, que ce soit dans l'IT, dans le numérique, dans le digital, dans l'industrie. Il y a beaucoup de besoins. On est dans une phase actuellement sur le marché où, au contraire, on ne trouve pas assez de ressources. Donc, Qu'ils soient spécialisés dans les secteurs que vous avez cités. On a vraiment du mal à recruter, à trouver les bonnes ressources, sans parler du fait que nos partenaires européens viennent se servir chez nous en plus. Absolument. Donc Absolument. non, au contraire, il faut juste, je pense, apprendre à nos jeunes à se dire, ok, il ne faut pas baisser les bras et je vais y arriver, quoi. Hassan Baraka, que pensez-vous des récentes problématiques, notamment celles liées aux jeunes étudiants en médecine et le traitement de l'exécutif à cette problématique? Alors, moi, je rejoins aussi mes collègues sur la notion de confiance, qui est très important, parce que les jeunes d'aujourd'hui ont censé avoir une confiance donc, en ce qui est appliqué. Et aujourd'hui, pour mesurer le développement, il ne faut pas qu'on oublie vraiment le degré de satisfaction de ces jeunes-là. Aujourd'hui, on oublie carrément est-ce qu'ils seront satisfaits, est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits. Moi, je vois dans le domaine sportif, parce que bon, ça fait 8 ans depuis 2012 que je suis rentré ici. Les jeunes, et pour revenir sur ce que disait Amine, ils sont dans un Attiler Tallah, je ne pourrais pas y arriver. Aujourd'hui, il faut qu'on leur inculque vraiment qu'ils peuvent croire en eux. Peut-être qu'il faut revoir peut-être le modèle éducatif. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en passant tant d'heures à l'école, ils apprennent beaucoup moins qu'en passant peut-être 1 heure à travailler leurs soft skills, peut-être à parler en public, à comprendre vraiment le potentiel qu'il y a en eux. Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faut revoir. Il faut qu'on se concentre bien entendu sur la santé et l'éducation, c'est ce que l'on dit. Mais là, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a aussi, c'est quelque chose qui, je vous parle aussi parce qu'avec mes tripes, aujourd'hui, il y a un côté éducation, c'est important parce que là, je viens juste de me garer dans un parking pour venir ici. Et puis, il y a des voitures qui prennent 2 places, voire 3 places. Il n'y a pas ce penser à l'autre, penser vous savez, au Japon, les premiers arrivés au boulot, ils se garent le plus loin pour que les derniers arrivés se garent à l'entrée de la porte et qu'ils puissent ne pas arriver en retard. Donc voilà, aujourd'hui, pour répondre un peu à la question principale de notre débat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut revoir? Moi, je pense que c'est plutôt cela. Parce qu'on fait énormément d'efforts avec les infrastructures, avec pas mal de choses. Mais moi, je pense que c'est l'humain, c'est donc l'éducation. Et pour revenir au domaine sportif, qui est ce qui me concerne aujourd'hui, vous savez, quand je regarde l'exemple de la Hongrie, dans le domaine sportif, ils sont 10 millions d'habitants. Et vous regardez les médailles des Jeux Olympiques depuis 1896, c'est les premiers des Jeux Olympiques de l'ère moderne, et bien ils sont 7e au classement des médailles. C'est-à-dire que ce n'est pas tant les infrastructures, mais c'est les formateurs, l'humain, comment on va transmettre ce message-là. Donc oui, le Maroc fait un énorme travail d'infrastructure, avec tous les ports, le TGV, tout cela, mais aujourd'hui il faut qu'on ait des bons formateurs qui passent le message à la jeunesse. Très bien. Alors, je voudrais juste revenir, parce que cela fait l'actualité, sur cette grève des étudiants en médecine. Vous en pensez quoi, messieurs, par rapport justement, encore une fois, à notre thème aujourd'hui, ce nouveau modèle de développement pour les jeunes? Est-ce qu'on les écoute assez? Ça rejoint ma première question. Nabil Ouchagol. C'est une expression d'une partie de la population, comme d'autres. Nous avons eu les instituteurs, nous avons maintenant les étudiants en médecine, qui s'expriment par communauté à travers les défaillances de leurs relations avec les ministères de tutelle. C'est malheureux de voir que quand on arrive à ne pas avoir une relation d'échange et de débat et qu'il y ait un peu un mur entre ces deux parties. On attend, on espère que ça va se régler. En tout cas, rien ne présage un règlement positif pour cette question, peut-être, d'Ahmed Khayati. On verra d'ici là, mais je pense que c'est au contraire, moi je vois que des choses positives là-dedans, parce que c'est des ras-le-bol démocratiques, c'est des choses qui existent partout ailleurs, et aujourd'hui on est dans un pays où on n'est pas tapé à la matraque parce qu'on fait ce genre de grève.
C'est-à-dire c'est des choses qui sont acceptées, on pousse à la parole, on pousse à la discussion. Et franchement, ce que je vois depuis pas mal d'années, enfin depuis que je suis rentré, c'est que on pousse plus à discuter que la violence, parce que c'est ça, et finalement… La parole se libère. La parole se libère et les gens n'acceptent plus de se faire taper, de se dire « ok, c'est bon ». Non, là, maintenant, ça pousse à la discussion et au final, je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver une solution. Et il va falloir trouver une solution. Et finalement, il faut que ça débouche sur plus de transparence et, Voilà. et plus de… qu'il y ait une feuille de route. On veut voir votre feuille de route, où est-ce qu'on va. Exactement. On est perdu, quoi. Tout à fait. Très bien. Plus de transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cité cet exemple tout à l'heure, Amin Riaté, de demande justement de le marché de l'emploi, finalement, on a peut-être même un manque, et ce n'est pas les jobs qui manquent, mais peut-être les profils adéquats à ces emplois. Est-ce que ce n'est qu'une question d'inadéquation entre la formation et l'emploi, selon vous? C'est exactement ça. C'est que cela. Ça en fait partie. Ça en Très fait bien. partie, mais en grande partie, on va dire. L'éducation chez nous, Hassan il en parlait aussi tout à l'heure, a failli depuis quelques années. Elle n'a pas su se projeter pour se dire qu'on va arriver sur tel et tel sujet. Et c'est là où on a besoin de vraies têtes pensantes pour dire ok, dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, on va avoir de telles et telles compétences qui vont arriver. Il faut savoir le faire. Aujourd'hui, on a toute la data pour qu'on puisse se projeter sur des années. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué sur un système éducatif complètement basique, en se disant que de toutes les façons, les autres, parce on essaie de copier toujours, notamment nos amis français, leur système n'a pas évolué, donc on se dit ok, on peut continuer comme ça. Mais même eux, aujourd'hui, ils arrivent à se dire ok, ça ne peut plus fonctionner comme ça. De notre côté, il faut que ça soit beaucoup plus adapté. Enfin, voilà, le but, c'est qu'à la fin, on ait des gens qui apprennent, mais qui ont surtout des soft skills très importants, qui leur permettent de se dire, OK, j'ai eu mon bac, qu'est-ce que je peux apprendre comme métier aujourd'hui et qu'est-ce que je peux apporter, où est-ce que je vais m'épanouir. À quels exemples pensez-vous concrètement? Typiquement, je vais rester encore dans ce que je connais dans le digital. Aujourd'hui, il y a certaines catégories qui s'en sortent parce que c'est des gens qui sont connectés. Et ils se sont dit, OK, au lieu de passer mon temps à faire du WhatsApp et du Facebook, je ne sais pas si je peux dire ça ici ou Oui, du bien Insta, sûr, de toute façon, voilà. je vais essayer d'apprendre à coder une techno sur du front, du back ou autre chose. Et donc, je sais que par la suite, les gens vont avoir besoin de moi. Alors que si je passe mon temps à l'école à apprendre des maths et de la physique, est-ce que ça va m'aider après? Quand je passe mon bac, c'est mon bac scientifique, c'est mon bac économique, mais est-ce qu'on peut appeler ça économique? Donc c'est très très limité. Très bien. Alors, on a lancé cette stratégie digitale au Maroc, Nabil Bouchagour. Est-ce que finalement, elle n'a pas montré ses limites depuis le lancement? Donc là, on essaie de lancer une nouvelle agence pour le digital. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué pour que cette stratégie finalement ne réussisse pas ou n'atteigne pas les objectifs établis? Alors justement, le rapport de la Cour des comptes pointe ces insuffisances et les limites de ces stratégies. Et c'est malheureux parce que le Maroc avait une avance par rapport à d'autres pays dans les démarches participatives, dans des consultations et l'implication de différents citoyens. Aujourd'hui, la digitalisation, on est en retard et c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. On est en retard par rapport aux pays de la région, on est en retard par rapport à l'Europe. Je pense que c'est une telle révolution que tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est au niveau international qu'il faut se comparer. Aujourd'hui, la ressource la plus précieuse, c'est plus le pétrole, mais c'est la data. Et donc la digitalisation, c'est quelque chose pour moi, ça fait partie du triangle du nouveau modèle de développement entre la digitalisation, la formation et le développement durable. Si je veux faire une lecture un peu optimiste, on va se dire que l'éducation en est un tel
niveau de faillite qu'on peut innover et se dire qu'il y a tout à reconstruire. Donc faisant selon les nouveaux paradigmes, selon cette nouvelle génération, répondant à leurs vrais besoins. Le développement durable, le Maroc a eu des initiatives sur le plan solaire, sur la gestion des ressources naturelles. Maintenant, il manque la digitalisation et c'est quelque chose où il faut impliquer toutes les parties prenantes. Mais surtout et avant tout, ça passe par l'éducation et la formation, parce que c'est les citoyens de demain, c'est les responsables de demain sur lesquels on va miser. Alors, moi, je rebondis sur, là, vous parlez des responsables de demain, mais aujourd'hui, il y a un point qu'il faut souligner aussi, c'est on est resté un peu sur cette image un peu figée, un peu arriérée, de manque de prise de responsabilité. Et ça, on le voit à tous les niveaux. Aujourd'hui, il faut assumer, enfin, il faut enlever, on va dire, il faut suivre les lois au lieu de suivre le donneur d'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je vois pas. Enfin, si vous pouvez juste concrétiser ce que vous dites. Donc, concrètement, c'est qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle administration, et ben, on va attendre que la personne au-dessus de la personne que vous avez en face donne une directive. Et cette personne va attendre que la personne qui est au-dessus donne une autre directive. Or, il y a une responsabilité qui a été accordée à cette personne-là qui a une légitimité pour faire ce qu'elle doit faire. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est à nous les jeunes de changer cela. Aujourd'hui, les jeunes représentent quand même un tiers de la population. Je reprends un peu cet exemple avec la natation. Moi, vous savez, lorsque j'ai traversé Gibraltar, 1 minute d'arrêt me faisait perdre 300 mètres. Donc ce que je veux dire, c'est que si on n'avance pas, on recule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'image que je veux transmettre en fait. Aujourd'hui, on ne veut même pas faire un pas en avant de peur de se tromper. Ouais. Or, le fait d'avoir peur de se tromper nous fait avancer en arrière. C'est comme les courants à Gibraltar. Donc, mais vous rejoignez ce qu'il dit? Oui, je le rejoins carrément. Quoi. Sur ça, on a un gros problème de prise de décision. Quoi. Donc, on a à tous les niveaux, même au niveau des grands groupes aujourd'hui. Je vais pas les citer, mais moi qui échange avec eux, qui travaille avec eux, mais on prend un temps fou à se prendre une décision sur est-ce qu'on y va sur tel et tel projet parce qu'on n'est pas capable, on a peur d'y aller. On a vraiment peur d'y aller, alors qu'au contraire, il faut. Sachant que c'est des groupes qui ont des stratégies, établi un business model qui fait que. Des fois, quand c'est étatique, ça, on n'en parle même pas. Et donc, comment voulez-vous que des entrepreneurs réussissent à travailler avec ce genre de structure? C'est impossible parce que la prise de décision pour démarrer un projet prend des mois, sans parler des retards des paiements par la suite, de quoi tuer des startups. Donc effectivement, on prend beaucoup de retard à cause de ça. Mais quand vous dites qu'il faut que la prise de décision... Qu'est-ce qu'il faut justement? Comment faire pour que cette prise de décision soit plus fluide? C'est-à-dire que confier cette prise de responsabilité à chacun son périmètre, à une personne qui dit « Ok, je peux prendre la décision » et ne pas attendre que ça remonte jusqu'en haut pour dire « Ok, c'est bon, j'ai… » Donc ce que vous dites en fait, c'est qu'il faut revoir même le modèle de management des entreprises, des grosses entreprises marocaines. Exactement. Il y a certaines sociétés qui le font déjà et d'autres qui sont très grandes mais qui ne le font pas encore. Et donc c'est ce qui fait qu'on a du retard sur certains projets. On ne comprend pas pourquoi telle solution n'est pas sortie alors qu'elle devait sortir il y a 2 ans. Et des fois, il y a des solutions qui sont déjà produites, mais qui ne sont pas mises sur le marché parce qu'on ne sait pas encore est-ce qu'on doit le faire ou pas. C'est assez compliqué, voilà, c'est assez particulier. On est en train de passer d'une logique d'un monde où on attendait des stratégies qui viennent au niveau stratégique et qui descendent dans les structures. Là, on passe à un modèle où vraiment le rôle des élus locaux est très important dans cette étape parce que c'est l'interaction au quotidien avec les jeunes. C'est ce qui est important pour les jeunes. Autant c'est important bien sûr d'avoir des stratégies, etc. Mais ce qui est plus urgent à mon sens, c'est d'avoir des mécanismes et de l'interaction continue entre les élus locaux ou les preneurs de décisions les plus proches de terrain et les citoyens de manière générale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, clairement, parce que les élus locaux, hors période électorale, disons-le franchement, ils n'existent pas. Et cette jeunesse, encore moins, n'existe à leurs yeux. Parce que finalement, c'est quand qu'ils ont contact avec ces jeunes, c'est pendant cette période électorale, enfin pré-électorale. Donc finalement, est-ce que nous avons les bons élus? Est-ce que ces élus-là, ils gardent en tête cette jeunesse? Ne serait-ce que même pour les partis politiques, vous l'avez dit tout à l'heure. Les partis politiques, depuis quelques années, ont décidé d'intégrer cette question de la jeunesse. Mais
finalement? Est-ce que c'est du concret ou c'est juste du shallow, du superficiel pour dire, voilà, nous, on s'intéresse à cette grande partie de la population que sont les jeunes. Mais alors, on ne peut pas pousser les partis politiques ou les élus à le faire. Je pense qu'il y a la volonté, il y a une prise de conscience de cette importance, mais comment on s'y prend? C'est-à-dire, pour le moment, l'idée est de capitaliser sur le passé et donc ne pas inventer de nouveaux partis politiques, mais que les partis politiques existants soient plus innovants dans leur structure. Avant, je me risquerais même à dire, si avant il y avait la droite et la gauche, aujourd'hui les préoccupations des jeunes ne sont plus selon cette configuration. Peut-être les jeunes maintenant s'intéressent plus au développement durable, à l'environnement. Il y a cette question au niveau international d'identité ou de s'ouvrir au monde. Donc leurs préoccupations sont différentes et c'est de là que les partis politiques doivent vraiment innover leur structure, comment ils fonctionnent, oser sortir des sentiers battus et ne pas essayer de faire selon les mêmes structures, essayer de séduire. Parce que je pense qu'il y a une envie, en tout cas, une prise de conscience de l'importance. Les jeunes ne votent pas, Nabil. Les jeunes Marocains ne votent pas. Alors, je vais vous parler sans langue de bois, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, l'administration régionale, d'accord, doit introduire des compétences pour, on va dire, pallier au manque des fois de formation de certains élus locaux. Ça, je vous parle sans langue de bois. Donc, déjà, Sa Majesté, que Dieu l'assiste et le glorifie, donc en 2017, lors de l'ouverture du Parlement, a essayé un peu de faire bouger les choses, on va dire, pour demander au gouvernement de bouger. Mais c'est dans ce sens-là. Moi, aujourd'hui, j'ai affaire à certains élus locaux et donc on sent qu'en fait, ils sont peut-être là-bas parce que c'est peut-être leur force économique, c'est peut-être leur, on va dire, le pouvoir économique qu'ils ont ou d'autres choses. Mais on sent que pour la gestion, ils doivent apprendre à s'entourer de personnes compétentes. Et aujourd'hui, il y a on a un ego assez fort qui fait qu'aujourd'hui, on veut que la personne qui nous entoure ne sache pas plus que nous. Vous savez ce que je veux dire? Or, moi, ce que je vois à l'étranger, c'est que peut-être que le numéro 1 de la boîte, eh ben, il sait moins dans ce domaine, mais il va réussir à les manager. Dans tous les domaines. Il va réussir à les manager. Or, ici, voilà. je vous parle sans langue de bois. On cherche un manager, on ne cherche pas un spécialiste. Peut-être le manque de prise de décision, parce qu'on n'a pas confiance en fait. Exactement. Et finalement, on n'a pas assez de capacité à se dire est-ce que je devrais dire oui ou non, parce que finalement, je ne le sais pas. On l'apporte pour son poste. Alors qu'en fait, non, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut laisser, on va dire, la culture des directives données à la culture du respect de la fin. On est baqué par la loi et donc on peut faire quoi qu'il en soit, on va pas nous mettre à la porte si j'ai respecté déontologiquement ce que j'ai à faire. Alors qu'aujourd'hui on a peur parce qu'on n'a pas suivi les directives. Non, c'est la loi nous back. Il y a un backup. Très bien, mais vous avez soulevé un point très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a peur de briller tout simplement, que ce soit en entreprise ou même dans ces administrations territoriales. Parce qu'on a des enfants à nourrir, parce que ci, parce que ça. Et donc aujourd'hui, on a peur pour notre poste. Or non, aujourd'hui, il y a vraiment... je voulais vous dire, je reviens encore un peu à notre philosophie, notre façon de penser qui est un peu figée. Aujourd'hui, il faut que vraiment, même si on travaille dans les administrations ou autres, il faut avoir cette mentalité entrepreneuriale, même si on bosse dans une entreprise ou autre, où il ne faut pas se dire, aujourd'hui on a du mal à se dire si ça ne marche pas ici, on va mettre à la porte, je retrouverai un nouveau boulot. Et on a peur de ça. Alors qu'on a les capacités en nous, et si ça ne marche pas ici, eh ben, une autre porte s'ouvrira. C'est comme ça que ça se passe. Et moi je le vois dans le sport, dans les speeches motivationnels que je fais aux jeunes en face de moi, je leur explique si cette porte se ferme, une fenêtre s'ouvrira. Et donc il y a ça qu'il faut que... Mais dès notre jeunesse, il faut qu'on nous l'inculque, parce qu'aujourd'hui on nous brime. Vous savez, l'échec, ne serait-ce que la... Ouais, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle La force de l'échec, et qui s'explique cela aujourd'hui. Comme disait Michael Jordan, le fameux basketteur, il disait, en fait, la réussite, c'est juste un échec de plus. C'est parce qu'on est arrivé à le millième échec qu'on a réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, super. Alors, on va peut-être prendre une pause sur cette citation de Michael Jordan, « La réussite est un échec de plus ». Et on continuera la discussion juste après cette pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Codébat que nous consacrons aujourd'hui au nouveau modèle de développement vu par les jeunes. Alors, juste avant la pause, Hassan Baraka parlait de ce concept d'échec et finalement
de cette philosophie, de cette culture de l'échec que nous n'avons pas, que nous n'inculquons pas aux plus jeunes chez nous au Maroc, ou plus, peut-être que c'était le cas il y a quelques années, ce n'est plus le cas. Mais on voit tout de même que le sport fédère les jeunes. Oui, c'est essentiel. Alors, juste pour vous dire, ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment. Vous savez qu'en Suède, ils sont un musée de l'échec. Et donc, il y a toutes les choses qui n'ont pas marché. Ils vont à un musée pour voir cela. Alors, au Maroc, oui, on avait cela. Enfin, il y avait, je pense, pour ce qui est du sport, il y avait le sport scolaire, le sport universitaire, qu'on retrouve un peu moins. Maintenant, ils ont repris avec les centres de proximité, soi-disant. Mais il faut un encadrement. On ne va pas juste mettre des centres pour que Sport-études, pour dire qu'on a fait des centres de sport-études. Non, aujourd'hui, on trouve des centres dans les quartiers. Maintenant, ils ont remis des centres de proximité, c'est-à-dire pour les gens qui font du hand, du foot, etc. Mais il y a un encadrement, il faut qu'il y ait un encadrement. Avant, le sport scolaire permettait tout cela. Et oui, c'est déjà, ça enlève l'oisiveté de faire des choses qu'il ne faut pas faire, mais de deux, ça forme la personne. Vous savez, au judo, il y a cette citation du fondateur Jigaro Kano qui dit « On ne juge pas un homme au nombre de fois qu'il tombe, au nombre de fois qu'il se relève. Au judo, vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Vous avez un échec, eh ben, vous allez le surmonter. » Et puis, ça permet aussi une personne qui est, vous savez, en plus dans l'adolescence, vous pouvez quelqu'un un embonpoint dans un jeune, etc., ou qui soit un peu, ça va lui permettre de trouver sa place. Par exemple, au rugby, c'est celui qui va pousser en mêlée. S'il est trop grand de taille et maigrichon, c'est celui qui va récupérer la balle en touche. Ça lui permet de trouver sa place dans cette mini-société qu'est le jeu du rugby. Et dans d'autres sports, on trouve exactement la même chose. Donc s'il trouve sa place, il est bien dans sa peau, il est bien avec soi-même, et c'est ce qui va lui permettre de mieux se développer et par la suite de pouvoir assumer des responsabilités ou assumer certaines choses qui aujourd'hui, je vois des adultes en fait, qui ont été brimés dans leur enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Qui font qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas certaines responsabilités. Et cette responsabilité, certains, parce que pour rester justement dans ce chapitre des sports, on voit que aujourd'hui, les tifos, on porte un message politique, un message de... Il y a certes ce club qui fédère tout ce groupe de jeunes, mais aussi maintenant, ils ont des demandes. Ils font leurs demandes sur des gradins et c'est relayé sur les réseaux sociaux. On l'a vu à Menriati, je sais que vous êtes un mordu de football. Mais comment alors, finalement, profiter de cela pour justement fédérer cette jeunesse autour d'un projet commun? Je sais que la question peut porter à croire que c'est quand même une dissertation de plusieurs heures, mais quand même, on peut l'utiliser, utiliser cela, parce que ça fédère. Ouais. Bon, moi, j'aime bien voir les choses simplement et me revenir un peu sur l'expérience de mon entourage, mon expérience à moi-même. Et je rejoins ça. Le sport, c'est quelque chose qui fédère, qui nous apprend à devenir une personne qui se dit, on dit, je gagne ou j'apprends, je ne perds jamais. Donc le sport est un moyen aussi de communication. Jouer au foot, vous l'avez dit, donc je suis un mordu de foot, mais de tennis aussi. Qu'est-ce que j'ai appris à travers ces deux sports personnellement? Le foot, c'est l'esprit collectif. On se bat en équipe. Le tennis, c'est un sport individuel, mais j'ai appris à me dire, tant que la balle de match n'est pas terminée, le match n'est jamais fini. Et grâce à ça, j'ai pu me battre toute ma vie en me disant, ok, j'ai pas réussi ici, à la 10e fois, je vais y arriver. Et donc, pour revenir sur votre question, ces fameux tifos permettent à ces gens de s'exprimer. Et encore une fois, moi, je vois des choses plutôt positives. C'est-à-dire qu'on peut parler, on peut dire ce genre de choses, on peut chanter et faire passer des messages. C'est ce qu'ils ont réussi à le faire. Je trouve ça vraiment très intelligent. Avant, on n'aurait jamais pu faire ça, je pense. Très bien, donc c'est un point positif. C'est plutôt positif parce que j'aimerais qu'on dresse quand même, parce qu'on a tendance à voir le verre à moitié vide, mais il faut voir aussi ce qui a été fait, ce qui est positif, ce qui a été construit. Il y a des choses qui sont vraiment, qui apportent des choses nouvelles, une vraie valeur ajoutée à notre pays. Et puis, il y a un chantier à construire, évidemment, et il faut toujours continuer à construire tous les jours. Est-ce qu'on peut y croire à cette justice sociale chez les jeunes? Moi, je pense que la justice viendra des employeurs. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, c'est chaque employeur qui doit donner une vraie justice sociale. C'est-à-dire, si l'employeur donne le salaire qui convient à cette compétence pour que la personne puisse s'épanouir, avoir une vie, prendre un crédit, acheter une voiture, acheter une maison, c'est vraiment là la responsabilité de chacun. C'est pas de se dire, c'est pas l'État qui va donner cette justice. C'est vraiment la responsabilité de chaque employeur, petit, grand groupe, enfin tous quoi. Donc la justice sociale par le secteur privé, c'est intéressant. Privé et public. En fait, si chaque employeur, encore une fois,
Parce qu'on on a tendance à penser, quand on parle de justice sociale, c'est à l'État d'établir la justice sociale. Non. Enfin, c'est peut-être des a priori Oui, que l'on peut avoir. Il faut mettre un référentiel qui ait du sens. Mais il faut que l'employeur, enfin que les gens le suivent et apportent quelque chose de mieux. Est-ce que ce concept de justice sociale peut exister aujourd'hui, selon vous, Nabil Ouchagour? Alors pour moi, il y a deux éléments qui sont importants. C'est d'abord l'écoute, c'est-à-dire ne pas venir et dicter des stratégies ou ce qu'il faut faire aux jeunes. La deuxième chose, c'est faire confiance. C'est-à-dire, il y a dans un contexte de reconfiguration des modèles de gouvernance dans le monde, certes, il y a un certain pessimisme, les jeunes ne savent pas par où passer, mais si on fait confiance aux jeunes qui essaient, dans ce sens, si un élu local prend des jeunes pour lui faire des projets, par exemple, il y a une volonté. Il y a des volontés partout. Si des chefs d'entreprise intègrent, on reçoit sur LinkedIn des centaines de messages de jeunes qui veulent juste faire preuve à eux-mêmes qui peuvent. Donc impliquez-les dans votre élaboration de votre stratégie. Et vous allez voir, moi j'ai vu personnellement des cas où des jeunes à 23, 25 ans sont capables de vous sortir des modèles, des stratégies que vous n'y aurez pas pensé. Donc c'est vraiment commencer par ces petits exemples et capitalisant dessus. C'est-à-dire, nous, dans notre quotidien, quand on croise des personnes qui ont l'envie, si on peut, ne serait-ce qu'avec un mot, si on peut être encore plus impliqué avec eux, allons-y et concentrons-nous, comme a dit Amine, sur le cercle sur lequel on peut avoir le plus d'influence, le cercle qui nous est proche, notre environnement quotidien. Et qu'en est-il du prisme sportif que vous représentez aujourd'hui, Hassan Baraka, par rapport à cette justice sociale? Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de perles, beaucoup de sportifs, peut-être de haut niveau, mais qui ne sont pas mis en avant, qu'on ne voit pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne trouvent pas tout simplement de sponsors? Alors oui, je suis totalement d'accord sur cela. Aujourd'hui, le Maroc regorge de talents. Moi, j'ai été à la rencontre de pas mal de jeunes sportifs qui, si elles avaient le moyen de détecter, ils auraient pu faire de grandes choses. Mais après, il y a aussi, c'est vraiment un cercle vicieux, c'est-à-dire que ces propres jeunes ne croient plus en eux. Alors que moi, je vois ce potentiel. Vous savez, moi, je connais des nageurs que je sais parfaitement qui nagent mieux que moi. Mais pour eux, jamais de la vie ils envisageraient, même si je leur trouverais un sponsor, de nager 8h30 entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Or, je sais qu'ils l'ont. Parce que, vraiment, c'est ce que je vous dis, depuis le scolaire, ils auraient dû avoir ce je peux le faire. Et puis, donc, ils iraient frapper à la porte de plusieurs entreprises pour essayer d'avoir le sponsoring. Vous voyez ce que je veux dire? Et si toutefois ces entreprises suivaient, parce que on le voit, il y a... Comment? Il y en a toujours un. Il y en a toujours une qui va suivre au final. Mais il faut, c'est ce qui fait la différence entre le fait de réussir ou pas finalement. Bon, bien sûr, il y a les contacts, c'est important, mais je vous dis là, en l'occurrence, ce propre sportif, il se dit, quoi qu'il en soit, la personne en face de mon interlocuteur ne fera pas attention à moi. Donc il faut qu'il reprenne confiance en soi. Donc oui, il y a une certaine injustice dans ce sens-là. Et il y a un sujet sur lequel je voulais parler, même si ce n'est pas sportif, mais à ce sujet d'injustice. L'autre jour, par exemple, je roulais à 128, d'accord, sur l'autoroute, je me fais arrêter, je me prends une amende, donc, même si c'est que 8 km/h. Et quand je paye donc, l'amende... Parce qu'on a droit à 126. Donc de 2 km. C'est pas grave, c'est pas grave. Je me permets de demander à l'officier de la loi que j'ai en face, est-ce qu'il ressent... lui, en tant que citoyen marocain, que ces amendes lui permettent à lui en tant que citoyen, est-ce qu'il ressent que ça lui apporte quelque chose? Ben non, cette personne-là, elle va encore se réveiller à 5h du matin, faire de l'autostop, on ne va même pas la déposer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça aujourd'hui. On veut qu'il y ait du suivisme, par exemple, dans nos stades, qu'il y ait tout ça, mais on ne respecte pas les agents de la loi. Et on ne peut pas les respecter si on ne leur donne pas les moyens. Vous voyez l'autostop qu'ils doivent faire, à quelle heure ils doivent se réveiller. Et je parle d'eux comme je peux parler d'autres. Donc aujourd'hui, c'est important que ça bénéficie à nos concitoyens. Et la bonne gouvernance aujourd'hui, ce n'est pas
donner des chiffres. Moi, je vois des séminaires ici, on reçoit des délégations étrangères et on leur donne des chiffres comme quoi le Maroc est super bien placé. Ah non. Alors, Enfin, on met peut-être dans en certains avant chiffres. certains indices, mais quand il Voilà. s'agit d'indices de développement humain, on n'avance C'est ce jamais que je ce suis chiffre. d'accord avec vous. Donc, Voilà. jamais, c'est en fonction de l'indice que vous donnez. Absolument. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le degré de satisfaction de nos concitoyens. Et c'est ce qu'on doit Et mettre en c'est avant. l'indice de développement humain, et le Maroc est vraiment à la traîne en ce qui concerne cet indice. Donc, aujourd'hui, c'est voilà. Mais là, on ne le met pas en avant, ni devant des institutions internationales, encore moins le gouvernement. Quand il fait des sorties, on avance le doing business. Donc, on comment vous fait voulez avancer si on se mieux voile la du face business. Voilà. Comment vous voulez avancer si on se voile la face? Il faut d'abord prendre conscience de nos capacités, de nos limites, pour pouvoir mieux les travailler, pour aller de l'avant. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience et qu'on ne se cache pas la face. Et quelle est la perte en termes de croissance? Sans citer de chiffres peut-être, Nabil Ouchagour, comment le fait de ne pas tirer pleinement profit de cette jeunesse marocaine peut-il affecter notre croissance économique? Puisque c'est une émission économique avant tout. Selon vous. Je vais parler un peu de mon vécu d'entrepreneur où peut-être des semaines où on doit être concentré sur l'élaboration de projets, sur la gestion de projets, le contact avec les clients. Parfois, ça nous arrive de perdre 2 semaines sur des procédures administratives. Et donc l'impact, on le sent réellement au quotidien. Et on se dit, si on pouvait se passer de ces procédures et justement où les personnes qui sont sur le terrain, avec qui on est en contact, peuvent prendre des décisions, on gagnerait tous. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de faire des études auprès de cabinets internationaux pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous? Où on n'a pas de cabinet qui soit apte à faire de bonnes études, des études sérieuses en ce qui concerne les besoins du marché et aussi les attentes de ces jeunes. Ça peut effectivement nous aider parce que c'est quelques indicateurs, mais je pense on sait à peu près ce qui va pas chez nous. Vous avez dit au début de cette émission qu'on a suffisamment de data. On a suffisamment de data. Je pense on sait à peu près ce qui ne va pas. Aujourd'hui, avant l'éducation, la santé et autres, et Hassan il en a parlé tout à l'heure, ce qui manque vraiment énormément au Maroc, c'est le civisme. On a un manque de civisme qui est criant. La première source de stress, je pense, au Maroc, c'est la circulation. C'est pas propre au Maroc. Dans d'autres pays, en tout cas, il n'y a pas jusqu'à ce niveau-là. D'autres encore pire que nous, où j'ai déjà été. Mais je pense que si déjà on apprenait à être mieux civique, sur juste savoir faire la queue, juste ne pas klaxonner à tout va, juste respecter le feu. Je pense que ces 10 dernières années, on le sent quand même. Il y a de plus, c'est mieux, non? Moi j'ai l'impression que c'est pire. C'est pire. Ah bon. La vérité, c'est pire. Sur ça, j'ai vraiment l'impression que c'est pire. J'ai l'impression qu'on est dans un truc où, quand on est à l'extérieur, enfin dans la rue, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, quoi. On n'a pas l'impression qu'on veut respecter son prochain. Je peux laisser passer cette personne avant moi, c'est pas un souci. Respecter Enfin, c'est la responsabilité de qui? Je pense que c'est les parents, c'est l'éducation, c'est un peu tout, quoi. Mais ça prendra du temps. C'est une histoire de patience, on n'est pas patient. Et même ce que je... Allez-y. C'est qui finissent ça prendra du temps, ça j'en suis convaincu. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui a bougé. Moi, j'aime bien voir ce qui peut être positif chez nous. Le verre à moitié plein qu'à moitié. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a... Moi, je vois un rattrapage qui est en train de se faire en ce moment. C'est le service, c'est le fameux service militaire qui a fait... Pour moi, le service militaire est un rattrapage à ces quelques générations qui ont raté leur civisme, leur éducation. Et grâce au service militaire, ils vont apprendre à être des personnes mieux... la rigueur, voilà. la surtout, ils apprennent des métiers. responsabilité. Ça, on ne le met pas en avant. Ils apprennent quand même des métiers. Ça va leur permettre de rentrer dans le marché du travail, faire des choses. Donc, il y a un rattrapage qui est en train de se faire. Donc, voilà, je pense que c'est là où les défaillances existent et on le sait déjà. Et je pense que c'est là où il faut mettre le paquet. Très bien. Vous voulez réagir, Hassan Baraka? Il peut peut-être même réagir par rapport à cette question de service militaire, à apprendre à se lever le matin à une heure précise et à faire des choses que finalement les parents n'imposent plus à leurs enfants. Alors, cette rigueur et ce civisme, justement. D'accord. Alors, tout à l'heure, je suis intervenu en fait parce que je voulais parler de... On est obligé d'avoir de la patience, c'est-à-dire que lorsqu'on va planter un fruit, il faut vraiment attendre que ce fruit puisse mûrir
Et aujourd'hui, on n'attend pas ça. On voit même ça dans les actions donc, de nos élus aujourd'hui. On va faire une action et on va pas. Je le vois dans le sport. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir un champion olympique, il vous faut 10 000 heures de pratique sportive. 10 000 heures, c'est presque 10 ans, d'accord? Or, aujourd'hui, on veut les résultats tout de suite parce qu'il y aura des élections bientôt et il faut qu'on reste à la tête de la Fédé, il faut ci, il faut ça. Alors qu'il vous faut minimum, je vous dis, 8 ans. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques donc, là, de 2024 de Paris, vous étiez déjà censé les préparer dès maintenant. Et on n'a pas cette patience parce qu'on veut le résultat tout de suite. Et on ne veut pas travailler pour l'autre. On ne veut pas travailler pour celui qui va nous succéder. Vous savez, moi je prends un poste, je vois ici, dès qu'ils montent, ils prennent un poste, et ben ils vont casser ce qu'a fait la personne auparavant. C'est comme exactement. Et donc, refaire les études et encore le budget conséquent qui va avec et pondre encore une autre stratégie. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais souligner. Pas de continuité. Et c'est important. Très bien. Justement, on n'a pas cette continuité. On ne peut pas envisager de penser une stratégie pour les jeunes qui puisse peut-être aboutir, parce que finalement, si à chaque fois il y a un nouveau président de fédération ou un parti politique, bon bref, on se retrouve plus dans ces stratégies-là. Mais vous pensez que les prochaines élections changeraient quelque chose, selon vous? Puisque vous parlez de patience. Oui, il nous faudra se munir de patience encore pour un autre mandat électoral. Écoutez, moi, quand je parle de changement, je parle de 25-30 ans. Il faut quand même 3 décennies. Donc, voilà. Il faut une continuité, je pense. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Est-ce que, on a envie que, les nouveaux élus. Très bien. Ceux qui sont là déjà, ils proposent des choses. Oui. D'autres qui arrivent, espérons qu'ils suivent s'il y a des choses intéressantes, bien sûr. Maintenant, comme a dit Hassan, il faut de la patience. On est quand même un pays qui est jeune, relativement par rapport à notre indépendance. On a fait des choses très bien et puis je suis sûr que dans 25-30 ans, on ne parlera pas du Maroc de la même manière, ça c'est sûr et certain. Vous parliez tout à l'heure de voir d'autres exemples et les mettre à la sauce marocaine. Non, et au début, dans mon intervention, j'ai commencé à parler du Japon pour ce qui était du civisme des voitures. Mais par exemple, lorsqu'on voit dans leur éducation, ils se concentrent des fois que sur certaines matières. Par exemple, les maths, vraiment pour avoir un cerveau carré et pour bien réfléchir. Ils se concentrent sur les langues pour pouvoir parler et s'exprimer librement. Et vous savez, ils leur obligent ils ont leur religion à eux, d'accord, mais on les oblige à apprendre plusieurs autres religions pour pouvoir voir les deux côtés de la page A et la page B, donc pour leur ouvrir l'esprit. Alors qu'on ne va pas se contenter que de ce que l'on a, ça veut dire qu'on est musulman, on va dire que le Coran, etc. Non, c'est important. Là, je rentre dans un thème, mais c'est important de connaître le reste pour pouvoir parler du reste. Et connaître l'autre, tout simplement. Connaître l'autre. Oui. Ça ne veut pas dire adhérer à cette religion. Enfin, vous avez votre religion à vous, mais aujourd'hui, connaître l'autre pour pouvoir vivre avec cette personne-là et pour pouvoir ne pas avoir donc, de conflits comme ce que l'on a aujourd'hui. Et de tout simplement comprendre que finalement, la base est la même. Enfin, en tout cas, le dogme principal. Que ce soit pour la religion ou pour les autres cultures, c'est cela. Choses, voilà. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin finalement? Il y a Internet pour cela, non? Je pense qu'il n'y a pas... Oui, il y a Internet, bien sûr, mais il n'y a pas mieux que de voyager, découvrir d'autres personnes. Si on ne peut pas voyager, on peut voyager via... On peut voyager via Internet, mais on peut aller, que ce soit en Afrique, ailleurs, enfin voilà, vraiment découvrir d'autres cultures. Ça permet une ouverture d'esprit, ça c'est sûr et certain. Pour qu'on finisse sur les recommandations, selon vous, et je m'adresse à Nabil Ochaïgoul, quels sont les axes et quels sont les points urgents et prioritaires pour définir un nouveau modèle de développement pour le Maroc par les jeunes et pour les jeunes? Alors, un nouveau modèle de développement, il n'y a pas de réponse, il y a des mécanismes à mettre en place pour être en contact direct avec les jeunes et tous les citoyens. Le deuxième point qui est important, c'est la data, les données. Aujourd'hui, nous avons une opportunité extraordinaire où, si on met en place les systèmes nécessaires, on peut savoir quelles sont les préoccupations des jeunes, leurs priorités, quelles sont les problématiques sur le terrain, en analysant bien et en capitalisant sur les données qui sont disponibles sur Internet. Donc la data, voilà. C'est très important. Amine Khiyaté. Moi, comme j'ai essayé de le dire pendant cette émission, je pense que peut-être la première étape. Allez, voilà, déjà revoir tout notre système éducatif. Je pense qu'on ne peut pas faire pire, parce qu'on touche déjà au fond. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on a toutes les idées assez claires pour se dire, OK,
on veut se projeter sur les années qui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos jeunes soient prêts à s'ouvrir au marché, à rentrer dans le marché du travail, à faire pas mal d'autres choses. L'autre point qu'on n'a pas assez soulevé aujourd'hui, c'est quand même notre système de santé. Il est vraiment catastrophique et on a besoin d'un système. Encore une fois, on ne peut faire que mieux que ce qui existe On a aujourd'hui. besoin de jeunes en bonne santé pour qu'ils puissent construire le Maroc de Exactement. demain déjà, enfin, Voilà. avant même l'éducation. Et puis de manière transverse à tout ça, c'est vraiment le civisme, quoi. Si nos Marocains sont un peu mieux civiques qu'aujourd'hui, je pense que ça ira déjà un peu mieux. Vous êtes conférencier, Hassan Baraka, et vous avez des retours. Vous avez, comment dirais-je, vous avez un contact direct avec ces jeunes et ce qu'ils veulent faire et peut-être même le rapport à cette réflexion. Ils peuvent apporter quelque chose à cette réflexion au sujet du nouveau modèle de développement. Oui. Quelques points peut-être. Oui, alors lorsque j'échange avec les jeunes, oui, ils demandent juste à être entendus. Donc ça, c'est clair. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, par exemple, des réseaux sociaux qui le permettent, et quand vous parliez des fanatiques donc, de certains clubs. Alors, les jeunes aujourd'hui, ils veulent arriver, moi, ils me le disent. Moi, lorsque je dis voici mon rêve, voilà ce que j'ai accompli, ils me voient avec le drapeau marocain en pôle sud, etc. Ils s'imaginent aussi là-bas et ils veulent. Donc maintenant, c'est leur donner le moyen et les ouvertures pour. Et pour cela, il faut vraiment qu'il y ait cette canne qui va les soutenir, qui est pour moi, ce que je recommande aujourd'hui, oublier donc maintenant parce que ce que fera le gouvernement, ce que feront les élus, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est juste revoir la formation des éducateurs aujourd'hui. Si on arrive, pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire. Si les éducateurs, qui vont être ceux qui vont transmettre le message, qui dit éducateur, dit l'instituteur et dit le parent à la maison. Donc, si ces deux personnes-là font ce qu'ils ont à faire sans attendre ce que fera l'État, Absolument. Voilà, les choses changeront. Parce que ce gamin aura confiance en lui. Vous savez, moi j'ai un enfant et j'essaye un peu de l'éduquer de cette façon-là. Mais par exemple, quand je le vois en train de sauter, on va dire, au-dessus du lit ou sur une chaise, eh ben, si je lui dis descends, arrête de sauter, ça va le brimer. Il va plus vouloir s'exprimer de cette façon-là. Donc je me mets à côté, je vais lui dire fais attention, tu vas tomber. Mais je suis là, au cas où. Vous savez, il y a cette histoire aussi de la femme qui rentre du boulot hyper fatiguée, hyper stressée et qui voit sa fille en train de chanter. Et elle est tellement stressée de son boulot, elle lui dit tais-toi, j'en peux plus. Alors, au lieu de lui dire tout simplement je suis fatiguée, j'aimerais bien que tu chantes plus tard. Alors que la jeune fille, elle comprend que sa voix est horrible, elle va plus vouloir chanter, elle va être introvertie. Voilà, brimée, encore une fois. Et encore brimée. Donc moi, j'insiste sur ça. Aujourd'hui, l'État fera ce qu'il a à faire. Mais d'abord, ce qui doit faire les choses, c'est le parent et l'éducateur. Très bien. Est-ce que vous voyez, pour terminer, vraiment, comme les leaders, justement, du Maroc de demain, Amin Khiati? Moi, pour ma part, en fait, ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, c'est vraiment de changer les choses comme je le pense. Et voilà, c'est vraiment de changer mon entourage. Si chacun essaye à son niveau, à son écosystème, de se dire ok, il faut voir les choses positivement, il faut aller de l'avant, donner la bonne image. Bah, si chacun de nous fait ça, je pense qu'on peut y arriver. Après, en termes de leader, je ne sais pas si on me donne l'opportunité, c'est sûr que j'ai envie de faire des choses, on verra d'ici là. Nabilou Chakour. Alors, pour moi, les leaders d'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont en cohérence avec eux-mêmes, qui ont un projet de vie, qui se réalisent eux-mêmes, puisqu'on va dans un monde qui est flat de communauté. Donc c'est plus des personnes qui vont dans ce sens. Et j'espère que la plupart des personnes sont à l'écoute d'eux-mêmes et essaient d'avoir une vie qui correspond vraiment à leurs aspirations. À leurs aspirations. Je termine avec Hassan Baraka. Vous voyez-vous comme un leader du Maroc de demain? Ou d'aujourd'hui d'ailleurs? Non, moi personnellement aujourd'hui, j'essaie juste de transmettre un message à notre jeunesse. C'est ça le rôle des leaders aussi. Que rien n'est impossible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'ils voient ce que j'ai fait, sportivement parlant, nager entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite ou courir 7 marathons, 7 jours sur 7 continents, ou participer au championnat du monde de natation en eau glacée en Russie à 0 degré sans combi, au début quand je leur raconte ça, ils me disent c'est impossible. Et en fait, ils continuent à m'écouter ou à lire mon livre et ils se disent finalement c'est pas si impossible que ça parce que Hassan Baraka l'a fait. Et après l'étape que je suis en train d'essayer de passer avec eux, c'est si Hassan Baraka l'a fait, pourquoi pas moi? Et donc je démystifie ce personnage-là en leur disant que je pesais 96 kilos, que je faisais du rugby, que je suis une personne lambda et qu'en fait c'est juste une histoire de force de volonté, de persévérance et de constance. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux juste que cette porte soit ouverte et que les gens croient en eux.
croient en eux et c'est ça finalement la baraka, c'est de croire en nous. Merci beaucoup Allah Hassan ينورك. Baraka, Merci, Nabil c'est moi. Ouchagour et Amin Khiati d'avoir enrichi ce débat autour de ce nouveau modèle de développement, en tout cas par vous, jeunes, pour la jeunesse de ce pays. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.